bonsoir et bienvenue dans cette édition décalée de quelques minutes en raison de la présentation devant les deux chambres du Parlement du projet de loi de finances 2026 par la ministre de l'économie et des finances. Tout de suite, les titres de ce journal. C'est fait, les Lionceaux de l'Atlas sacrés champions du monde au Chili. La grande finale de cette grand-messe footballistique s'est soldée hier par un score de 2-0 face aux Argentins. Suite à cette brillante distinction, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à l'ensemble de la sélection nationale pour ce sacre planétaire amplement mérité. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé un conseil des ministres. Examen du projet de loi de finances 2026, adoption de plusieurs projets de textes juridiques et nomination à de hautes fonctions étaient à l'ordre du jour. Les grandes lignes du communiqué du cabinet royal dans un instant. Également à la une de cette édition, l'après-finale Maroc-Argentine. À suivre des images de liesse populaire. Dès le coup de sifflet final de la rencontre, des cortèges festifs ont parcouru les 4 coins du royaume et les différentes capitales étrangères. Une nuit de vive euphorie, le cœur des Marocains partout à travers le monde est à la fête. Ils l'ont rêvé et ils l'ont fait. Les Lionceaux de l'Atlas sacrés champions du monde au Chili au terme d'une finale phénoménale remportée haut la main face à l'Argentine par 2-0. Un exploit héroïque qui leur a valu des félicitations royales. Le souverain a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale des moins de 20 ans pour leur sacre à la Coupe du Monde organisée au Chili. Sa Majesté le roi y affirme, je cite, avoir suivi avec une immense joie et une profonde fierté votre parcours héroïque couronné par votre sacre amplement mérité à la Coupe du Monde U20. Exprimant aux membres de l'équipe nationale ses chaleureuses félicitations pour ce nouvel exploit mondial, le premier du genre dans l'histoire du football marocain. Nous saluons cette prouesse sportive, fruit du haut degré de confiance en vous-même, de votre foi inébranlable en votre potentiel et talent, et l'esprit de cohésion et d'harmonie dont vous avez fait montre, ainsi que de votre superbe performance professionnelle tout au long de ce mondial. A relevé le souverain, notant que les membres de la sélection nationale ont dignement honoré leur pays et sa jeunesse, et l'ont représenté ainsi que le continent africain comme il se doit. Autant vous avez enchanté et apporté de la joie aux supporters passionnés de football, autant vous nous avez comblé de bonheur ainsi que l'ensemble du peuple marocain, écrit Sa Majesté le roi, soulignant que les membres de l'équipe nationale ont démontré sans embâche que leur chère patrie dispose de potentialités et de jeunes talents capables, grâce aux compétences qu'ils ont pu acquérir, de relever les défis et de créer l'événement. Suite à ce remarquable exploit, Sa Majesté le roi a tenu à saluer chaleureusement les efforts de l'ensemble des composantes de l'équipe des Lionceaux, champions, entraîneurs, joueurs, staff technique, médical et administratif et responsables de la Fédération royale marocaine de football, exprimant sa haute considération pour leur patriotisme et leur engagement sans faille à aller de l'avant en vue de confirmer et de conforter le mérite du football marocain d'être au sommet du football mondial. Tout en réitérant ses chaleureuses félicitations aux membres de la sélection nationale et ses vifs remerciements pour ce titre mondial offert à la nation marocaine, Sa Majesté le roi a appelé les membres de la sélection nationale à maintenir le cap avec le même sérieux avant d'implorer le Tout-Puissant de les préserver, de guider leurs pas et de leur accorder plein succès dans leur carrière sportive prometteuse avec davantage de gloire et de titres, tout en les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Nous reviendrons sur cette consécration historique de la sélection nationale plus longuement au cours de cette édition. Mais d'abord, place aux grands axes abordés par le Conseil des ministres présidé hier au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un conseil consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2026. Il a également été procédé à l'adoption de 4 projets de loi organiques et de 2 projets de décrets relatifs au domaine militaire, ainsi qu'un ensemble d'accords
d'accords internationaux et de nominations dans de hautes fonctions. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Les développements avec Iman Ablou. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, Madame la ministre de l'Économie et des Finances a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les grandes lignes du projet de loi de finances 2026. Madame la ministre a souligné que ce projet a été élaboré à la lumière des hautes orientations et instructions royales incluses particulièrement dans les 2 derniers discours à l'occasion de la glorieuse fête du trône et de l'ouverture de l'année législative. Il intervient dans un contexte international empreint d'incertitudes, altérant les perspectives de croissance à l'échelle mondiale. Sur le plan national, l'économie nationale devrait s'inscrire sur une croissance de 4,8% au titre de l'année en cours, soutenue par une reprise de la demande intérieure et la vitalité du tissu productif au regard du dynamisme des activités non agricoles. Ces performances économiques encourageantes ont été appuyées par une maîtrise de l'inflation à 1,1% à fin août 2025 et un redressement continu du déficit budgétaire qui s'établira à 3,5% du PIB. Le projet de loi de finances vise aussi l'accélération des chantiers du Maroc émergent et la réalisation d'un développement national alliant justice sociale et développement territorial intégré, bénéficiant à toute la population sur un même pied d'égalité. Pour ce faire, le projet de loi de finances pour l'année 2026 s'appuie sur 4 priorités majeures. Premièrement, la consolidation des acquis économiques pour conforter la place de notre pays parmi les nations émergentes à travers la stimulation des investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, l'accélération de la mise en œuvre efficiente de la charte de l'investissement, le déploiement de l'offre au Maroc de l'hydrogène vert, la consolidation continue de l'attractivité du climat des affaires et le renforcement des partenariats innovants publics-privés, ainsi que la diversification des sources de financement de l'économie. Une attention particulière sera accordée aux très petites et moyennes entreprises qui constituent l'un des importants gisements d'emploi du tissu productif national, notamment à travers la mise en place d'un nouveau dispositif d'assistance technique et d'un soutien financier pour appuyer leurs investissements en faveur de la création d'emplois et de la réalisation de l'équité territoriale. Dans le même sillage, les efforts seront intensifiés pour l'insertion des jeunes et des femmes dans le monde du travail et l'atténuation de l'impact de la sécheresse sur l'emploi rural, outre la poursuite du programme d'appui aux éleveurs pour la reconstitution du cheptel national. Deuxièmement, le lancement de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré à travers la valorisation des spécificités locales, la consolidation de la régionalisation avancée et le principe de solidarité entre les entités territoriales. Ces programmes seront conçus sur la base d'une concertation élargie avec l'ensemble des différents acteurs concernés au niveau territorial, en accordant la priorité à la création d'emplois pour les jeunes, à la promotion concrète des secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi qu'à la mise à niveau territorial. Un intérêt particulier sera également accordé dans ce cadre aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones de montagne et les oasis, au développement durable du littoral national et à l'extension du programme national pour le développement des centres ruraux émergents. D'autre part, et conformément aux hautes instructions royales, l'accent sera mis en 2026 sur le renforcement de l'effort budgétaire destiné au secteur de la santé et de l'éducation nationale pour atteindre une enveloppe totale de 140 milliards de dirhams, en plus de la création de plus de 27 000 postes budgétaires en faveur des 2 secteurs. Ainsi, en ce qui concerne le secteur de la santé, l'accent sera mis sur l'amélioration de l'offre en infrastructures sanitaires, à travers la mise en service des 2 centres hospitaliers universitaires d'Agadir et de l'Aïoun, le parachèvement des travaux de construction et d'équipement du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat et la poursuite des travaux de construction des centres hospitaliers universitaires de Bni Mellel, Guilmim et Rachidia, outre le lancement d'une opération de mise à niveau et de rénovation de 90 hôpitaux. Parallèlement, il sera procédé également à l'accélération de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif à travers l'accélération de la généralisation de l'enseignement préscolaire, le renforcement des services d'appui à la scolarité et l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Troisièmement, la poursuite de la consolidation des piliers de l'État social, à travers la poursuite de la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protection sociale et de l'opérationnalisation du programme de l'aide sociale en faveur de 4 millions de ménages, tout en procédant à une revalorisation des montants mensuels des aides aux enfants variant entre 50 et 100 dirhams par enfant, et ce pour les 3 premiers enfants, qui sera accompagné par le déploiement de l'aide spéciale destinée aux enfants orphelins et aux enfants abandonnés accueillis dans les établissements de protection sociale. Il s'agit aussi de l'opérationnalisation des piliers restants de ce chantier, en particulier l'élargissement de l'affiliation au régime de retraite et la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi, outre la poursuite du programme d'aide directe pour l'acquisition d'aimants. La poursuite des grandes réformes structurelles et la préservation des équilibres des finances publiques, notamment à travers une réforme de la loi organique relative à la loi de finances, ce qui traduit un changement profond dans le mode de gouvernance des politiques publiques, orienté davantage vers la responsabilisation, l'atteinte des résultats et la consécration de la transversalité et de la territorialité dans la gestion des dites politiques. Il sera également procédé à l'accélération de la réforme des établissements et entreprises publiques à travers la poursuite de la restructuration du portefeuille public, l'amélioration de son rendement et le renforcement de la performance de ses investissements dans une optique de répartition territoriale équilibrée. Outre la poursuite de la réforme du système judiciaire et de sa modernisation, afin de rapprocher la justice du citoyen et de consolider l'attractivité du climat des affaires. Suite à l'approbation par le Conseil des ministres des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2026, il a été procédé à l'adoption de 4 projets de loi organiques. Il s'agit de 2 projets de loi organiques relatifs respectivement à la Chambre des représentants et aux partis politiques. Le projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants a pour objectif de moraliser les prochaines échéances législatives et de garantir leur intégrité, afin qu'elles débouchent sur des élites jouissant de légitimité et de confiance, et ce, en interdisant l'entrée à l'institution parlementaire à toute personne ayant fait l'objet d'un verdict entraînant la perte d'éligibilité et en adoptant la fermeté requise pour écarter tous ceux ayant été pris en flagrant délit d'atteinte à l'opération électorale. Outre le durcissement des peines prévues contre toute tentative pouvant viser l'intégrité des opérations de vote durant toutes leurs étapes. Afin d'inciter les jeunes de moins de 35 ans à se lancer dans le champ politique, ce projet propose de revoir et de simplifier les conditions de leur candidature, aussi bien dans le cadre ou sans l'aval du parti, et d'accorder des incitations financières importantes pour les aider à supporter les frais de la campagne électorale en leur offrant un soutien financier couvrant 75% des dépenses de leurs campagnes électorales. Le projet propose également de réserver les circonscriptions électorales régionales exclusivement aux femmes en soutien à leur présence au sein de l'institution parlementaire. S'agissant du projet de loi organique relatif aux partis politiques, il vise principalement à moderniser le cadre juridique qui les régit, à établir les règles de nature à renforcer la participation des femmes et des jeunes à la création des partis, à améliorer leur gouvernance et à encadrer leur financement et leur comptabilité, dans la perspective de la mise à niveau de l'action partisane dans notre pays pour qu'elle s'adapte aux profondes mutations que connaît la société marocaine. Les 2 autres projets de loi organiques concernant respectivement la définition des conditions et procédures de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi, ainsi que la modification et le complément de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Le premier de ces 2 projets s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 133 de la Constitution, qui confère à la Cour constitutionnelle la compétence de statuer sur une exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'une des parties à un litige sur l'inconstitutionnalité d'une loi attentatoire aux droits et aux libertés garanties par la Constitution. Ce projet prend en considération la décision de la Cour constitutionnelle afférente à certains jugements considérés comme non conformes à la Constitution. Le projet relatif à la Cour constitutionnelle vise à améliorer l'efficacité de l'action de cette Cour, ainsi que les règles de son fonctionnement, surtout à travers la limitation du droit d'introduire un recours contre l'opération et les résultats des élections des membres de la Cour constitutionnelle élus par les 2 chambres du Parlement. Il s'agit aussi de dispenser la Cour constitutionnelle de notifier aux parties intéressées ses décisions sur les recours relatifs aux élections des membres des 2 chambres du Parlement et d'attribuer cette compétence à l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature pour ces élections.
Le dit projet interdit également aux membres nommés ou élus en remplacement du membre dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, pour quelque cause que ce soit, d'être à nouveau nommé ou élu si la période de remplacement excède 3 années. Le Conseil des ministres a par la suite adopté 2 projets de décret concernant le domaine militaire. Le premier portant statut particulier des fonctionnaires de la Direction générale de la sécurité des systèmes de l'information à l'administration de la défense nationale a pour objectif d'établir un statut particulier régissant la gestion des ressources de cette direction générale et devant permettre d'attirer les compétences requises à travers l'adoption de processus de recrutement flexibles et efficients et l'instauration d'une indemnité globale incitative en cohérence avec la technicité et la sensibilité des missions qui leur sont confiées. Le deuxième projet de décret modifiant et complétant les dispositions du décret relatif à l'organisation et à la gestion de l'école royale du service de santé militaire vise à les adapter aux textes législatifs et organisationnels relatifs à la réforme du système national de santé et à permettre aux candidats admis à cette école de bénéficier de la situation financière accordée aux élèves officiers des différentes écoles militaires, outre la création d'un conseil de la recherche scientifique qui aura pour mission de fixer les axes de la recherche scientifique et d'entreprendre les activités y afférentes. Dans le cadre de la poursuite du renforcement des relations de partenariat et de coopération liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis et de la consolidation de sa place au plan continental et international, le Conseil des ministres a approuvé 14 accords internationaux, dont 10 bilatéraux et 4 multilatéraux. Les accords bilatéraux portent sur la coopération judiciaire et militaire, la sécurité sociale, les services aériens, la reconnaissance réciproque des permis de conduire et l'élimination de la double imposition. Les accords multilatéraux concernent les accords de siège en vertu duquel le Maroc abritera les sièges de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, ainsi que le protocole de Londres relatif au transport par mer de passagers et de leurs bagages et la Convention de Genève sur l'actualisation des pièces d'identité des gens de mer. Et en vertu des dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer plusieurs walis et gouverneurs à l'administration territoriale. Monsieur Khatib Lebil, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech. Monsieur Khalid Aït Taleb, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès. Monsieur Mohamed Atfawi, wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda Angad. Monsieur Fouad Haji, gouverneur de la province d'Al-Husseima. Monsieur Hassan Zitouni, gouverneur de la province d'Azilal. Monsieur Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d'El Jadida. Monsieur Abdelkhalq Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Enfin. Monsieur Mohamed Alami Waddan, gouverneur de la province de Zagora. Monsieur Mustafa Al-Mazza, gouverneur de la province d'Al-Haouz. Monsieur Rachid Benchiri, gouverneur de la province de Taza. Monsieur Mohamed Zahar, gouverneur de la préfecture d'Inzgan Ait Melloul. Monsieur Mohamed Khelfaoui, gouverneur de la province de Fahs Anjra. Monsieur Zakaria Hashlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen. Monsieur Abdelaziz Zarwali, gouverneur de la province de Sidi Qassem. Et Monsieur Abdelkrim Ghenami, gouverneur de la province de Taounat. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Monsieur Tariq Senhaji, président de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Un conseil dont nous analysons les grands axes avec notre invité, Monsieur Ali El-Harechi, politologue et doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mundiapolis de Casablanca. Monsieur Ali El-Harechi nous rejoint en direct depuis Casablanca. Bonsoir. Le Conseil des ministres, présidé hier par Sa Majesté le Roi, a permis de fixer les grandes orientations du projet de loi de finances 2026, un projet élaboré à la lumière des hautes orientations royales incluses dans les 2 derniers discours royaux prononcés à l'occasion de la fête du trône et de l'ouverture de l'année législative. Parmi les objectifs de ce projet, la consolidation des fondements de l'État social, notamment à travers des programmes qui auront un impact direct sur le citoyen. Si vous pouvez nous rapprocher des priorités socio-économiques déclinées comme feuille de route dans le contexte actuel.
En effet, les priorités socio-économiques déclinées hier dans le projet de loi de finances répondent aux impératifs et aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors des 2 derniers discours, comme vous l'avez bien évoqué. Nous avons des volets très importants, à savoir une croissance durable, la réduction des disparités sociales et territoriales, et aussi nous avons la création de l'emploi et puis le renforcement et la priorisation des secteurs sociaux comme l'éducation et la santé et le développement territorial. Donc les mécanismes qui vont être utilisés et qui ont été donc énoncés par Madame la ministre de la Finance vont de pair avec les impératifs et les orientations. C'est-à-dire d'abord la stimulation de l'investissement, la priorisation aussi des petites entreprises et des moyennes entreprises et des très petites. Pourquoi? Pour la création de l'emploi, pour l'encouragement des jeunes et aussi pour, je dirais, l'insertion des femmes et des gens dans l'emploi, que ce soit dans le monde citadin ou dans le monde rural. Par rapport aux secteurs sociaux, quand on parle de l'éducation et de la santé, nous avons donc plusieurs impératifs dans ce sens-là, et on voit que le budget a été élevé, c'est-à-dire à hauteur de 140 milliards de dirhams pour répondre à ces 2 secteurs sociaux très importants. Nous avons d'un autre côté le développement territorial, c'est-à-dire d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial qui prend en considération la régionalisation avancée et aussi l'équité territoriale et la solidarité entre les entités territoriales. Monsieur Ali Khalichi, autre priorité du moment, la création de l'emploi, répondre. Autre priorité, et non des moindres, la moralisation du champ politique. Il a été procédé lors de ce conseil à l'adoption d'un projet de loi organique visant à moraliser les prochaines échéances législatives, et de garantir leur intégrité. Et afin d'inciter les jeunes de moins de 35 ans à investir le champ politique, ce projet propose de revoir et de simplifier les conditions de leur candidature, aussi bien dans le cadre ou sans l'aval du parti, et d'accorder des incitations financières importantes pour les aider à supporter les frais de la campagne électorale. Autant de mesures qui favoriseraient l'action partisane des jeunes et des femmes. La voie est tracée vers une classe politique renouvelée. Oui, tout à fait. Ces nouveaux mécanismes permettra aux jeunes, aux femmes, soit d'adhérer au parti, soit de créer de nouveaux partis avec la facilitation, que ce soit par le financement, que ce soit par un cadre qui permettra aux jeunes de participer à la vie politique. Parce que, in fine, le vote ou le scrutin électoraux, nous avons ceux qui participent et ceux qui s'abstiennent. Aujourd'hui, les jeunes auront donc un moyen, un outil pour pouvoir ou qui va leur permettre de décliner leurs attentes et leurs demandes, quelles qu'elles soient. Donc, ce nouveau projet de loi va permettre effectivement aux jeunes et aux femmes et permettra la consolidation de la démocratie représentative et aussi participative pour l'ensemble des citoyens et permettra aux jeunes et aux femmes d'aller aux urnes pour exprimer à la fois leurs attentes, mais aussi pour être éligibles et représenter donc leur génération, leurs attentes et avoir un programme électoral qui répondra à la demande de la société et aux mutations de la société aujourd'hui. On enchaîne avec cet autre projet de loi organique adopté, en l'occurrence celui concernant l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Concrètement, c'est le droit reconnu à tout justiciable de contester une loi portant atteinte aux droits et libertés garantis. Cela marque une avancée vers une meilleure justice constitutionnelle. Oui, c'est une avancée très importante et puis ça marque aussi la consolidation de la démocratie. Une loi organique qui permet d'articuler l'article 133 de la Constitution, celui de l'exception d'inconstitutionnalité, nous montre que le Maroc, c'est-à-dire s'inscrit dans sa constitution avant-gardiste. Tout d'abord, la Constitution à consacrer les droits de l'homme et les libertés fondamentales par un titre qui est consacré de l'article 19 à l'article 40, par plusieurs articles au niveau de la Constitution, par le préambule de la Constitution et aujourd'hui
par cette loi qui va permettre à la Cour constitutionnelle et pour les citoyens, c'est-à-dire quand ils vont voir qu'il y a une loi qui porte atteinte à leurs droits et aux libertés fondamentales qui sont consacrées par la Constitution, la Cour constitutionnelle a aujourd'hui le mécanisme juridique, le mécanisme institutionnel, c'est-à-dire une loi pour permettre de faire pour répondre à cette exception d'inconstitutionnalité lors d'un différend ou dans un litige devant les tribunaux. Monsieur Ali El-Harichi, politologue et doyen de l'Institut des sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mundiapolis à Casablanca, merci pour tous ces éclairages. À présent, retour sur la victoire historique de nos lionceaux hier qui ont littéralement transpercé les filets argentins à 2 reprises. Un doublé salvateur signé par l'inarrêtable Yacine Zabiri qui offre ainsi au Maroc la plus haute marche du podium de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les éléments nationaux ont soulevé haut la main leur premier sacre mondial. Un trophée qui fait du Maroc la première nation arabe et africaine titrée de ce tournoi et bien couronner une génération prometteuse du ballon rond national. Retour sur les temps forts de la finale avec Iman Ablouf et Adil Maroufi. Le Maroc, champion du monde des U20. Un exploit historique. Ce sacre est la première consécration mondiale, toutes catégories confondues pour le royaume. Une belle prouesse au terme d'une finale remportée haut la main face à l'Argentine, 2-0. C'est l'effervescence au stade national Julio Martínez Pradanos de la capitale chilienne Santiago. Dès le début de la rencontre, l'équipe nationale a eu sa première occasion dangereuse à la 5e minute grâce à une transition rapide de Yacine Zabiri depuis la droite, mais le gardien argentin l'a accroché à la lisière de la surface de réparation. Les lionceaux de l'Atlas ont ensuite obtenu un coup franc transformé par Zabiri à la 12e minute. L'équipe nationale a aligné une défense solide et a résisté à la pression argentine, tout en comptant sur les contre-attaques foudroyantes. Une stratégie qui a permis une accélération de Tmen Ma'ma sur la droite et une passe tout en beauté vers Zabiri qui a inscrit le 2e but à la 29e minute. L'équipe a intelligemment géré la première mi-temps, terminant la première période avec une avance de 2-0. En seconde période, l'équipe argentine a imposé son rythme pour tenter de réduire l'écart et s'est créé plusieurs occasions sans toutefois constituer une menace dangereuse pour le gardien, Ibrahim Gomis. L'équipe nationale a conservé son avance malgré les assauts successifs de l'adversaire. L'arbitre italien Maurizio Mariani a sifflé la fin du match, marquant le sacre du Maroc, champion du monde U20 pour la première fois de son histoire. Le coup de sifflet final a déclenché une explosion de joie sur le terrain. Les larmes se mêlent aux sourires. Dans les tribunes, les drapeaux rouges et verts flottent fièrement. Une nouvelle page de l'histoire du football national s'écrit. Je remercie notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il nous a permis de vivre ces rêves-là. Il nous a, depuis des années déjà, avec sa vision, avec cette envie de développer le football, justement pour apporter plus que le football. L'objectif, c'était d'apporter aussi une motivation pour les jeunes, croire en ses rêves, ne pas s'arrêter, ne pas rester à se dire que rien n'est possible, tout est possible. Et on remercie Sa Majesté parce que sans lui, tous ses rêves, sans lui, tout ce qu'on a fait maintenant n'aurait pas lieu. Merci au président. Je vais lui donner sa coupe au président. C'est le premier qui y croit. Alhamdulillah, c'est le travail, c'est le fruit du travail, c'est un accomplissement. C'est tout, voilà. Alhamdulillah, on continue. Et là, on n'a plus qu'à profiter parce que c'est des émotions qu'on pourra vivre, je pense, qu'une fois dans notre vie ou plus. Si nous on monte avec les A. Mais bon, Inch'Allah, alhamdulillah, ce qu'on a fait, c'est incroyable, c'est top. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a fait là, c'est top. 3 ans de travail, on a travaillé dur, on est passé par des moments. Vous pouvez même pas imaginer, c'était dur. Et alhamdulillah, on a réussi à être champion du monde, c'est incroyable. Il n'y a pas d'émotion, il y a tout qui vient. On sait pas ce qu'on fait, mais on remercie le staff, ils ont fait un travail énormément, les supporters, le Jumhur.
au Sidna Taoua, l'académie Taouma, le Maghreb Kamel, franchement, les dakhel الوطن, les kharaj الوطن, alhamdoulilah, on a fait un grand travail. Moi, je voulais remercier toute ma famille, tout le monde. Pas de sentiment qui peut décrire ça. En tout cas, je suis fier d'avoir gagné cette Coupe du Monde, même si j'ai pas pu jouer cette finale. Le plus important, c'est qu'on ait gagné. On est champion du monde pour notre Majesté le Roi et aussi pour tout le peuple marocain. Vraiment, on est heureux, on est content d'avoir fait ça pour le peuple marocain qui a pas dormi pour nous regarder, pour Sa Majesté le Roi. Donc franchement, on est content, on a tout donné sur le terrain. J'espère qu'on a rendu tout le monde fier. C'est historique ce qui se passe. Wallah, je suis vraiment content de mon équipe, du staff, de ce trophée qui représente beaucoup pour moi, de ma famille, de mon agent qui est toujours là derrière moi. En remportant la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans, le Maroc conforte sa place dans la cour des grands du ballon rond mondial. Le royaume est désormais une puissance footballistique qui a fait ses preuves. Le rêve devient réalité et illustre tout ce que l'on aime dans le football. On en fait le débrief avec Amine Birouk, journaliste sportif et rédacteur en chef à Radio Mars. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, cette victoire en finale était attendue au bout d'un tournoi exemplaire pour le Maroc et face à de redoutables et grandes équipes. Nous étions dans le groupe de la mort. Beaucoup d'observateurs ne pariaient pas le moindre dirham sur une belle performance de l'équipe du Maroc. Pourtant, ce groupe a grandi pendant la compétition. Il y a eu le premier coup d'éclat contre l'Espagne. Il y a eu la confirmation devant le Brésil. Et à partir de là, l'appétit est venu en mangeant. Les matchs à élimination directe, qui sont une compétition totalement différente de la phase de groupe, ont montré que ce groupe avait des ressources techniques, tactiques, mentales, avec un état d'esprit exemplaire. Et les victimes sont venues s'ajouter au tableau de chasse des Lions d'Atlas, qui ont quitté leur tanière pour remporter cette Coupe du Monde. Corée du Sud, États-Unis, France, au cours d'un match qui s'est déroulé au bout de la nuit. Et puis hier, c'était l'apothéose finale face à une Argentine qui partait avec la faveur des pronostics selon certains. Mais la foi de ces joueurs, la confiance, la dynamique de victoire qui s'est installée, la culture de victoire que nous commençons à acquérir a fait que finalement sur ce match-là, il n'y a pas eu photo. Une équipe disciplinée, soudée, bien organisée, qui a su attendre son moment et qui a frappé à 2 reprises Yassir Zabiri n'étant que le fer de lance d'une organisation hyper huilée, avec une défense rigoureuse, un milieu qui a su jouer dans la verticalité et des attaquants qui ont été virevoltants à l'image du meilleur joueur de la compétition, qui est Othman Mem. On parlera justement de leur jeu hier soir. Vous dites que c'est une équipe d'outsiders qui a finalement déjoué tous les pronostics. Si on analysait un petit peu la manière dont le 11 national a mené le jeu, le match hier soir, quels ont été les points forts des Lionceaux de l'Atlas? Tout d'abord, se baser sur une organisation rigoureuse, avec peut-être le fameux slogan ou la fameuse devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Ils se sont battus pour le copain. Ils ont fait les courses nécessaires quand le copain était fatigué. Ils ont été solidaires de bout en bout dans la compétition. Et cet état d'esprit, il y a derrière lui un coach qui a su, je dirais, façonner ce groupe et lui transmettre des valeurs. Et ces valeurs, ce sont les valeurs que nous avons entrevues il y a 3 ans et demi lors de la Coupe du Monde. Il y a 3 ans exactement, lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'est le même plan de jeu. Laissons la possession du ballon à l'adversaire et jouons sur nos points forts, vitesse, explosivité, verticalité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons trouvé le style de jeu qui peut convenir à toutes les sélections nationales marocaines dans ces grandes compétitions. Et ce mondial a propulsé sur le devant de la scène des jeunes révélations, 2 talents du football national comme Othman Mahma ou encore l'insaisissable Yassir Zabiri. Qu'est-ce qui distingue leur jeu, ce tandem que forment les 2 joueurs? Ils sont tout d'abord complémentaires. Parce que Othman Mahma est un joueur qui est vif, qui sur le côté droit essentiellement est capable de passer en 1 contre 1, de dribbler l'adversaire, de le gommer s'il le faut, pour adresser des passes au cordeau, des centres précis à Yassir Zabiri. Yassir Zabiri, c'est pas seulement le terminal de l'attaque, c'est pas le joueur buteur de renard des surfaces. Il est capable de sortir dans le jeu, d'éclairer, d'orienter et de se proposer. Et c'est ce qui est arrivé. Ils sont complémentaires. En plus de ça, vous avez le talentueux Yassine qui a également été très important sur le plan offensif, et vous avez un trio d'attaquants d'avenir, ou plutôt, pourquoi dire d'avenir? Du présent, puisque ce sont des joueurs qui sont, à partir d'aujourd'hui, sélectionnables
pour Walid Regragui s'ils considèrent qu'ils peuvent faire l'affaire. Des joueurs donc combatifs, un meneur de jeu fédérateur et toute une nation qui rêve grand. C'est la formule gagnante de l'exploit de nos jeunes éléments au mondial chilien. Restez avec nous, Amine Birouk. Nous le disions, des talents de haute facture formés dans des structures de haut niveau telles que l'Académie Mohamed VI de football. Fondée en 2010 grâce à la politique visionnaire de Sa Majesté le Roi, ce joyau de formation aux normes internationales voit éclore chaque année l'élite des joueurs. Une fabrique de talents, en l'occurrence Yassir Zabiri, Fouad Zahouani, Hussam Sadaq et Yassine Khalifi sont tous des purs fruits de cette prestigieuse institution royale de référence qui forge, accompagne et propulse les footballeurs en herbe au firmament de la réussite. Un modèle de formation marocain au sommet, la consécration d'une vision royale avant-gardiste. Écoutons à ce propos ces déclarations. L'Académie Mohamed VI a été mise sur pied en 2010 par Sa Majesté le Roi. Le souverain l'a d'ailleurs financée par ses fonds propres. De nombreux talents marocains jouant aujourd'hui à l'échelle nationale et européenne ont été formés au sein de cette structure. Certains d'entre eux font partie de la première équipe nationale. Et on parle aujourd'hui de 20 joueurs marocains qui jouent de grands matchs au niveau des 5 grands championnats européens et 30 joueurs sont présents aujourd'hui dans les championnats nationaux. Donc qui est très très sérieuse, bien structurée. Elle fait parmi les meilleures académies au monde. Donc elle est connue au niveau mondial par rapport à son travail, par rapport à ses talents. Alhamdoulilah, Taymar Diala kif qilti kan qsfohom au niveau des équipes premières, donc on a pas mal de joueurs en équipe première. Ami Birouk, cet exploit historique du Maroc n'est pas le fruit du hasard. Derrière cette réussite et ces excellents résultats, toute une vision royale stratégique pour le développement du football national. Une vision qui a commencé à se décliner avec les assises du sport Askhairat, la fameuse lettre royale. La création de l'Académie Mohamed VI n'était que le fruit de cette vision. Et sur du court, du moyen et du long terme, elle a commencé à devenir la fabrique de référence des footballeurs censés alimenter les différentes équipes nationales. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au bout de 15 ans, il y a eu des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde de 2022 qui étaient déjà formés à l'Académie. Et aujourd'hui, on a la relève. 4 joueurs parmi les 10 joueurs formés au Maroc faisaient partie de l'Académie. Et ce sont des joueurs qui ont eu un rôle important pendant cette Coupe du Monde. On parlait de Yassir Khalifi, par exemple. C'est le joueur le plus ancien de cette équipe. Il a été sélectionné par Wahbi il y a 3 ans. Il avait déjà 16 ans. Il était surclassé. Aujourd'hui, il est à Charleroi en Belgique. Vous parlez également de Hussam Sadaq, qui est le capitaine de cette équipe, ou de Fouad Zahouani. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ils étaient quart de finaliste de la Coupe du Monde U17. Ce sont des joueurs qui ont moins de 19 ans. Et puis, vous avez Yassir Zabiri. Il est arrivé à l'Académie et au bout de 6 mois, l'Union de Touarega, son premier club au Maroc, a pu le transférer et faire une bonne plus-value après son départ au Portugal à Familia Cao. Donc, vous voyez que finalement, c'est une usine de champions et elle va assurer non seulement le présent du football marocain, mais également son futur. Parce qu'il y a d'autres champions en herbe qui attendent et d'autres projets. Cette victoire en Coupe du Monde va créer des vocations. Beaucoup de petits jeunes vont vouloir intégrer des académies de football et pourquoi pas la plus prestigieuse, l'Académie Mohamed VI. En quelque sorte, la recette gagnante du Maroc, c'est la formation à l'échelle locale à travers l'Académie Mohamed VI et puis les binationaux dénichés un peu partout à l'étranger. Il faut dire que c'est la politique de la Fédération royale marocaine de football. Généraliser la formation, puisque outre l'Académie Mohamed VI, il y a les centres fédéraux, que ce soit à Mamoura
au complexe Mohamed VI, à Saïdia, à Bni Mellal, à Laayoune. Un travail de prospection, détection qui est fait à ce niveau-là. Il y a également la convention qui a été signée avec l'OCP pour pouvoir permettre aux clubs de revenir aux fondamentaux de la formation. Et puis, il y a tout ce travail de captation de jeunes talents issus de la diaspora marocaine, des Marocains du monde, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie. Il y a des scouts qui suivent ces jeunes et la fédération propose des plan de carrière. Elle n'oblige pas les jeunes et leurs familles à adhérer à ce projet de l'équipe nationale, mais c'est un travail de persuasion sur la base de projets gagnant-gagnant. Il y a la fibre patriotique, certes, mais également un plan de carrière, parce que vous les voyez intégrer les équipes nationales de jeunes dès qu'ils arrivent à éclore, et puis vous les voyez monter au fur et à mesure la hiérarchie jusqu'à arriver à l'équipe nationale A. Et aujourd'hui, il y a un équilibre puisque sur les 21 joueurs qui sont champions du monde, ou sur les 22 joueurs qui sont champions du monde, puisqu'à la dernière minute, le gardien du Hassani d'Agadir a intégré le groupe pour remplacer Ben Chaouch, il y a 11 joueurs issus du championnat marocain ou des clubs marocains et 11 joueurs qui ont été formés en Europe. C'est le meilleur équilibre possible. Tout à fait. Et la victoire du Maroc à la Coupe du Monde U20 est un signe fort de son soft power, le royaume qui co-organise la Coupe du Monde en 2030. Je me souviens de ce qui s'était passé après Qatar 2022 où le moteur de recherche Google, le terme Morocco revenait incidemment de manière très fréquente par rapport à tous ceux qui étaient intéressés par le Maroc. Aujourd'hui, le football ou le sport en général permet au soft power marocain de se développer et je suppose que l'image que nous avons laissée tout au long de la Coupe du Monde, notamment en Amérique latine, parce que nous avons besoin de rentrer dans de nouveaux marchés. On connaît le joueur marocain en Europe, on le connaît dans les pays d'Asie ou d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais les Amériques, en particulier l'Amérique latine, devaient goûter au talent marocain, à la découverte. Et aujourd'hui, je pense que la presse en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, ne feront que chanter les louanges d'un pays qui est arrivé grâce au football, à devenir la première nation arabe à remporter une Coupe du Monde. C'est chose faite. Et la deuxième nation africaine après le Ghana en 2009. Revenons, si vous permettez, à Amine Birouk sur cette nuit folle où les lionceaux ont bien mouillé le maillot national en honorant tout un peuple. Et c'est avec une ferveur sans pareille que des milliers de supporters marocains sont descendus dans les rues à travers le royaume et même dans les grandes capitales étrangères. Drapés de l'étendard national, ils ont tenu à exprimer à leur manière leur fierté de l'exploit des lionceaux de l'Atlas. Les festivités se sont poursuivies jusqu'à l'aube. Ambiance avec Asma Tazi, Malia Ouad et nos équipes sur place. Sifflet final, le Maroc a explosé de bonheur. En quelques instants seulement, les rues du royaume se sont transformées en marée humaine. Dans un tonnerre de klaxons, de chants et de drapeaux brandis fièrement, le pays tout entier ne faisait qu'un. Petits et grands célébrer le Maroc triomphant. Le football marocain est à l'honneur ce soir. Nous avons remporté la Coupe du Monde. C'est incroyable, c'est formidable, c'est tellement mérité. Ce soir, nous fêtons tous ensemble la victoire. Vive le Maroc! Je suis si heureuse et fière de nos joueurs. Ils ont montré la puissance du Maroc. Nous, le peuple, sommes tellement fiers et heureux de notre équipe et de notre pays. Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. C'est un moment historique. Cris, larmes et danses. Partout dans le monde, la diaspora marocaine a fêté le sacre jusqu'au bout de la nuit, débordant d'amour pour ses joueurs et sa patrie, sous le clairon des chants patriotiques.
Nos joueurs ont tellement bien joué, c'était si beau à voir. Je suis très fier de notre jeunesse. Cette victoire met à l'honneur le Maroc, mais aussi tous les Marocains du monde. C'est historique et magique. Forts de cette victoire historique face à l'Argentine, les Lionceaux ont réalisé le rêve de tout un peuple et d'une nation entière, gravé en lettres d'or, le nom et les couleurs du Maroc, ajoutant à leur maillot une toute nouvelle étoile, celle des champions du monde. Et l'exploit historique de la sélection nationale des moins de 20 ans fait les gros titres de la presse internationale. New York Times, L'Équipe en France ou encore la radio-télévision belge. La réalisation de nos lionceaux a été largement relayée aux quatre coins du monde. Je vous propose un tour d'horizon avec Asma Tsazi et Maria Ouad. Sacré champion du monde, le Maroc fait la une de la presse internationale. Tous les médias saluent l'exploit historique des lionceaux, héros d'une nation en fête. Partout, les titres s'enflamment. Aux États-Unis, dans les colonnes du prestigieux New York Times, on loue la magie des lionceaux et l'incroyable épopée d'une équipe qui a conquis le cœur de millions de fans à travers la planète. Le New York Times parle d'une victoire historique qui redéfinit le football mondial. Côté français, France 24 fait le choix d'un titre sobre mais percutant. Le Maroc fête son sacre au mondial U20 après sa victoire contre l'Argentine. Eurosport consacre lui aussi sa une au Maroc qui remporte le mondial U20 contre l'Argentine. Les portraits des joueurs médailles d'or au cou et coupe entre les mains font le tour du monde. La presse belge, elle aussi, ne tarit pas d'éloges sur le sacre des lionceaux. La RTBF titre « Le Maroc crée la surprise du siècle » et décrit un Maroc conquérant, audacieux. Une leçon de courage et de collectif, souligne la chaîne. En Espagne, le grand quotidien El País célèbre lui aussi l'exploit monumental des lionceaux, saluant une victoire qui bouleverse la hiérarchie mondiale en soulignant la portée symbolique de ce triomphe. Auréolés de leur victoire, les lionceaux entrent désormais dans la légende du football, leur visage rayonnant à la une des plus grands médias. D'espoir du football, ils sont devenus des icônes planétaires qui font briller le royaume aux yeux du monde entier. Ami Birouk, le Maroc a conquis le monde. Quel commentaire faites-vous de ce large écho suscité autour de ce triomphe vu par la presse étrangère ? Ça prouve tout simplement qu'aujourd'hui nous avons une place bien à part dans la géopolitique du football. Pendant très longtemps, le nom de Morocco pouvait prêter à confusion et pouvait, je dirais, être écorché en Monaco, en autre nom. Aujourd'hui, le Maroc a une place bien à part, grâce au football, grâce à ses sportifs. Depuis Nawal Moutaoukil, le premier médaillé d'or aux Jeux Olympiques en 84, jusqu'à cette génération de champions. Figurez-vous que ces joueurs-là sont des joueurs qui nous représenteront s'ils arrivent à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, où il s'agira de défendre une médaille de bronze ou de faire mieux. Et ce sera le socle des joueurs qui représenteront le Maroc lors de la prochaine Coupe du Monde en 2030. Une Coupe du Monde que nous aurons le plaisir de co-organiser avec nos partenaires espagnols et portugais. Inch'Allah, nous espérons en tout cas rééditer ces exploits lors des prochaines échéances. Je vous remercie, Amine Birouk, journaliste sportif et rédacteur à Radio Mars, d'avoir été parmi nous ce soir. Le monde célèbre donc la victoire du Maroc et surtout cette belle épopée des lionceaux de l'Atlas, première nation
À nos lionceaux et bon vent surtout à leurs aînés pour les prochaines échéances. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.